Salut, vous écoutez Conseil Immo by YouInvest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. Hello Ken. Salut. Bienvenue sur le podcast, ça fait une éternité j'ai l'impression. Je pensais que tu m'aimais plus, Laureline. Écoute, tu as une opportunité pour redevenir mon podcasteur préféré. Ah, j'ai perdu la première place. Je dis pas. Ok. Ok. Mais c'est ton moment pour briller. Aujourd'hui, on va parler de l'effet levier. C'est un concept assez important dans l'immobilier sur lequel, si on est un peu investisseur, ça devient très très intéressant d'en bénéficier. Déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux me l'expliquer ? Oui. L'effet levier, c'est quoi ? C'est j'achète un bien, je suis propriétaire de ce bien et je crée une plus-value grâce à simplement l'évolution de l'immobilier et par le remboursement de mon capital. La différence entre ce que vaut mon bien aujourd'hui et le capital qui me reste à payer est une sûreté sur laquelle il n'y a plus de crédit. Okay. Et là, la banque me dit, tiens, vous pouvez utiliser cette sûreté pour faire un nouvel achat. Donc, c'est ça l'effet levier. C'est utiliser le capital déjà remboursé plus la plus-value de mon immobilier pour faire de nouveaux investissements. Ce qui est génial dans l'immobilier, c'est que c'est le seul actif qui le permet. Donc, si je prends des actions, des obligations, des fonds d'investissement, le bitcoin, n'importe quoi, je mets 100 000 là-dedans. J'ai une super année, ça vaut 200 000. Une super année. C'est une super année. Par exemple, avant Covid, il y a des gens qui ont investi dans Amazon, pour le citer, ils ont fait 100% de plus-value. Parce qu'avant ça, c'était une bonne boîte. Et pendant le Covid, tout le monde s'est livré à la maison et ça a cartonné. Et donc, on va dire ça vaut 100 000, ça vaut 200 000. J'ai 100 000 de disponibles. Dans les actions, tant que je ne l'ai pas vendu, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Donc je suis riche, fictivement parlant, parce que tant que j'ai pas vendu, je vais pas récupérer mon capital. Mais la banque va pas me dire, tiens, grâce à votre super investissement, vous avez fait 100 000 de gains, on veut vous faire un crédit pour faire de nouveaux investissements. C'est pas possible. Tandis que dans l'immobilier, c'est possible. Donc c'est le seul actif qui permet de réaliser cet effet levier. Mais attends, en quoi est-ce que c'est différent ? Parce que pour moi, ton bien qui prend de la valeur, il est fictif aussi. Je veux dire, même s'il a pris X milliers d'euros, tant que tu ne l'as pas vendu, tu n'as pas non plus ces 200 000. Mais il y a un expert immobilier qui peut être envoyé par la banque qui dit, effectivement, ça vaut 200 000. D'accord. Et donc l'expertise valide cette valeur. Ok. Et la banque avoir dit, à vendre ton bien. C'est ça, sans avoir à vendre. C'est pour ça que moi aussi je dis, c'est une valeur fictive parce qu'effectivement, tant que je ne l'ai pas vendu, c'est pas à moi. Mais par contre, le fait qu'un expert immobilier agréé par la banque valide cette valeur, ça me permet d'utiliser la sûreté dégagée donc, entre ce que vaut cette expertise et mon solde restendu, donc ce qui me reste à payer comme capital. Cette valeur disponible me permet de faire de nouveaux achats. En fait, ça sert de sûreté pour le nouvel achat parce qu'il n'y a pas de crédit là-dessus. Donc la banque ne prend pas de risque. Il y a d'autres choses auxquelles on doit garder en tête au moment de réfléchir à l'effet levier ou En fait, il faut y réfléchir avant. Donc, l'effet levier a de l'intérêt pour quelqu'un qui veut réaliser de l'investissement de manière plus fréquente, on va dire. Parce que celui qui achète sa maison dans laquelle il veut vivre, l'effet levier, il s'en fout un petit peu. Et comme on l'a déjà dit, ce n'est pas négatif de vouloir acheter sa maison si je gagne très bien ma vie. Mais attends, on ne peut pas utiliser sa maison comme effet de levier pour un futur investissement ? Si, clairement, mais l'achat de sa maison principale, dans ma tête, je ne me dis pas, tiens, j'achète ma maison principale, je vais faire un effet levier pour faire de l'investissement. C'est moins fréquent. Voilà. Okay. Et donc, c'est important de se dire, comment est-ce que je vais réaliser un effet levier ? C'est grâce à l'achat de croûte, je garde toujours le même terme. Si j'achète du neuf, par exemple, je n'ai pas de travaux à faire, j'ai payé plus cher justement parce que c'est un bien qui est déjà tout fait. Donc la plus-value, elle est plus lente puisque je n'ai pas un effet levier grâce à des travaux et tout pour faire une belle plus-value. Tandis que quand j'achète une croûte, quand je fais mes travaux, ma plus-value elle est plus importante que juste coût d'achat et coût de travaux. Parce que celui qui a subi les travaux pendant 2, 3, 4 mois, ça dépend de la hauteur des travaux, à un moment donné, il veut une plus-value. J'achète 100 000, je fais 20 000 de travaux, je revends à 140 000. Je ne revends pas à 120. On ne dit pas, c'est 100 plus 20. C'est 100 plus 20 plus embêtement. Et donc ça, je dois récupérer. Et donc ça permet de faire un plus gros effet levier. Et donc celui qui se dit, tiens, moi je vais utiliser l'effet levier, clairement, je lui conseille d'acheter une croûte à retaper. C'est là qu'il va faire le plus gros effet levier. Mais par contre, à posteriori, on dit que des biens neufs, ou en tout cas ayant une meilleure performance énergétique, vont faire une plus grosse plus-value. Bon, certes pas à l'achat, mais au niveau de la durabilité du projet. Par contre, on va faire une plus grosse plus-value parce qu'elle répond davantage aux exigences et aux recherches de demain.
Ça, je vais me faire des ennemis, mais c'est un discours qui est plutôt commercial. Okay. Parce que clairement, là où tu fais la plus grosse plus-value, c'est quand tu fais des travaux. Et c'est sûr et certain. Quand on achète du neuf, déjà, on paye 21% de TVA sur la totalité du bien hors terrain, évidemment. Sauf exception. Mais sauf exception, mais ça, en général, c'est ça. Avant de récupérer cette TVA et le prix d'achat, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le neuf est très cher. Parce que justement, il respecte toutes ces normes et tout. Et donc, le gars qui achète du neuf, il n'a pas d'embêtement pour les 25 années qui viennent. Mais avant de récupérer son prix, aujourd'hui, quand on vend 4 000 €, 4 500 € du mètre carré, on a déjà bien vendu sur Bruxelles. Il y a des projets neufs qui se vendent à 5 000, 5 500, voire même plus dans des beaux quartiers. Et donc, avant de revendre à ces prix-là sur le marché secondaire, il faut déjà y aller. Donc, le neuf... l'intérêt du neuf, c'est vraiment une tranquillité d'esprit, respect des normes actuelles et un revenu locatif intéressant. Ça va me permettre de toucher des gens qui ont un peu plus de moyens. Et donc, dans l'esprit des gens qui achètent du neuf, c'est plus rassurant. Parce qu'ils disent, tiens, j'ai un beau truc, j'ai un loyer plus élevé, je vais avoir des plus chouettes personnes dans mon appartement. Voilà le raisonnement en réalité. Mais ça ne permet pas un effet levier plus gros, ça c'est sûr et certain. Et ça n'a pas d'intérêt quand je suis un investisseur récurrent, qui cherche de la plus-value et qui n'a pas des gros moyens. Je suis chirurgien et investisseur immobilier, le neuf m'intéresse beaucoup. Parce que je ne dois pas aller sur le chantier, je n'ai pas le temps en réalité. Donc le neuf est plutôt intéressant pour ça, un certain type de public, mais qui ne cherche pas à faire de la grosse plus-value parce qu'ils ont tellement de revenus que les revenus sont suffisants pour faire des crédits. D'accord, ouais. Okay. Voilà. À contrario, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter à tout prix lorsque justement on est dans une optique d'investissement immobilier pour maximiser cet effet de levier? Oui, pas mettre trop de capital dans mes premiers achats. D'accord. Donc toujours essayer de faire le plus gros crédit possible. Beaucoup de gens se disent si je mets plus de capital plus de fonds propres dans mon crédit, j'aurai un peu de cash flow positif et moins de mensualité. C'est très bien, mais à un moment donné, je n'ai plus de capitaux à apporter pour un nouvel achat. Et donc, je vais devoir attendre un petit peu plus longtemps que l'immobilier ait fait son effet de prendre sa plus-value. Et si on vit une année comme en 2023, il y a une année perdue. Parce qu'en 2023, l'immobilier n'avait pas vraiment bougé, il s'était stabilisé. Et donc, le fait de faire un plus gros crédit et garder des liquidités derrière, ça nous permet aussi, après une réexpertise bancaire, de pouvoir prendre sa plus-value et, quand je fais mon achat, amener du capital pour faire un nouvel achat. Il ne faut pas toujours chercher le cash flow positif. Ce n'est pas le plus intéressant dans le financement. Ce qui compte, c'est d'être à zéro. D'accord. Donc, ce que ça me coûte, je le gagne. Pas besoin de dire il faut que je mette 150 ou 200 € par mois de côté. Ce n'est pas ça qui va réellement changer vos futurs investissements. Tant que vous êtes à zéro, allez au maximum pour que ça ne vous coûte rien. Et si vous avez les moyens, que vous avez des gros revenus et que ça vous coûte 50, 100 €, c'est très bien aussi. Mais allez au maximum du financement. Mais du coup, si je vais plus loin dans ton idée, si on va chercher le maximum de l'endettement, alors ça risque potentiellement de nous bloquer aussi sur des futurs investissements, non? Oui, mais j'ai encore du capital de côté. Okay. Donc c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens se disent j'ai 100 000 €, je mets tout dans un bien et je fais mon achat. Ok, maintenant j'ai 100 000 €, je vais prendre une fois une plus-value et donc je vais pouvoir acheter un deuxième bien et ça s'arrête là puisque je n'ai plus de capitaux. Donc je ne peux pas multiplier ces effets. Quand je fais le plus gros crédit possible, je vais prendre mon exemple, j'avais 80 000 €. Le premier achat, je l'ai financé à 100%, travaux et appartements compris. J'ai dû payer les frais de notaire, frais d'acte de crédit. Et donc j'ai mis de mémoire, je crois, 30 000 €. Il me restait 50. Grâce aux travaux que j'ai réalisés, les 30 000 € que j'ai investis en valaient presque 60 derrière, parce que j'avais payé, si je te dis ça rapidement, plus ou moins, j'avais financé à 150 et après travaux, mon appartement avait été réévalué à 200. Donc j'ai réalisé 50 000 € de plus-value en ayant mis 30 000. Donc j'avais déjà gagné 20 sur mes 30 de placés. Et puis, il me restait 50, j'avais 80 au début, moins 30, il me reste 50. Je voulais faire un nouvel achat. Et là, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule, tiens, ok, ta valeur immobilière de ton achat existant, c'est 200 000. Et de ton nouvel achat, je crois que j'avais acheté à 85 000 plus 30 000 de travaux, donc c'était 120 000. Et donc, la banque dit, ok, tu as 200 000 plus 120 000, ça fait 320. Okay. Pour l'instant, tu as un crédit de 150. Tu peux refinancer jusqu'à 80% de la valeur totale de mon
patrimoine immobilier. D'accord. Le patrimoine entre guillemets, parce que 150 plus 80, c'est pas énorme, mais c'est comme ça que ça commence. Et donc, mon premier achat était à 150 000. Après travaux, on le fait réexpertiser à 200 000. Et moi, j'ai un crédit que de 150. J'avais dû mettre 30 000, mais je crée une plus-value de 20 000. Mon nouvel achat est à 85 000 plus 35 000 de travaux. Donc, c'était un achat total de 120. C'est juste que je dis 120. Et donc là, la banque me dit, OK, tu as une valeur immobilière de 320. Nous, on va te prêter 80% de cette valeur totale. Donc, 80% de 320, c'est 64 000. Donc, je pouvais faire un crédit total de 256 000. OK. Comme j'ai déjà un crédit de 150, la banque me prête encore 116 000. OK, oui. Et donc, moi, mon achat était de 85 plus 30, 120, plus encore les frais de notaire, 150. Donc, j'ai dû apporter 34 000 euros, puisqu'elle me finance 116 et que ça m'a coûté 150, mais je devais apporter le gap manquant. Comme j'avais encore 50 000 euros, j'ai dû mettre que 34 000, il m'en reste encore 16. Avec ça, j'ai 2 unités, duquel il me reste encore du capital. Et donc, pourquoi garder du capital? Parce que si je veux partir en vacances, si je veux aller au resto, si j'ai un couac, j'ai toujours un matelas de sécurité. Et en plus, mon appartement que j'ai financé à 116, aujourd'hui il est réévalué à 140, je pense. Celui qui était à 200 est réévalué à 215. Et donc dans mon nouvel achat... Ça juste parce que le temps passe. Juste parce que le temps passe et parce que mon loyer a augmenté, il est indexé chaque année. L'expert, il prend aussi en compte la rentabilité locative. Et donc si j'ai des années d'indexation, c'est aussi comme ça que l'immobilier prend de la valeur. Et donc dans mon troisième achat, de nouveau, même calcul, j'additionne les valeurs immobilières fictives, 215 plus 140. La banque me dit, OK, ça vaut 215 plus 140, 355. Quel est le prix de votre nouvel achat? Travaux compris. On additionne ça, on enlève 20%. Voilà, nous vous prête autant, il vous manque autant. C'est comme ça en fait qu'on fait le calcul et qu'on multiplie les achats et aussi faire des crédits intéressants qui me permettent de faire un cash flow positif rapidement. Donc, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, mais cette technique de crédit avec travaux que je fais durer pendant 2 ans, ça me permet de mettre pas mal de capitaux. Et donc, ça vient s'additionner aux valeurs immobilières que je gagne, plus les capitaux que je mets de côté. Donc, mon épargne personnelle qui me permet de venir injecter ça et de multiplier les achats tous les ans, tous les 2 ans en fonction des revenus et des capacités de chacun, évidemment. Ok, d'accord. Tiens, une petite dernière question, du coup. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Si tu avais 100 000 euros, quelqu'un arrive face à toi en tant que coach immobilier, il a 100 000 euros à investir. Toi, tu les répartis comment? C'est quoi ta stratégie? C'est marrant que tu poses la question. J'ai donné cette formation aux agents Winvest Bruxelles il y a 1 mois parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, moi, je raconte aux gens d'être locataires de leurs biens et d'acheter des investissements. Mais je n'avais jamais fait le calcul de quelle est la différence si je suis locataire et que je fais des investissements avec 100 000 de départ, et si j'achète ma maison, tout en étant toujours investisseur. Donc je me dis, j'achète ma maison, je suis tranquille, et le jour où ma plus-value me permet de faire des investissements, je le fais. Et donc plan A, je suis locataire de mon bien, je fais des investissements. Plan B, j'achète mon bien. La différence en 10 ans de temps fait que au plan A, je peux devenir propriétaire d'un parc immobilier d'une valeur de plus de 2 millions d'euros, donc en étant locataire et faire mes investissements. Plan B, quand j'achète ma maison, j'arrive à avoir un parc immobilier d'1,2 million. Donc la différence en 10 ans de temps. 10 ans, okay. Donc j'avais fait le calcul, je ne vais pas le refaire ici parce que c'est compliqué, j'avais besoin d'un whiteboard noté. Et en fait, j'ai fait le calcul en même temps où j'ai pris mon cas à moi. Je suis locataire d'un très chouette duplex penthouse à Uccle qui doit valoir, à mon avis, un peu plus de 600 000, voire 650 000 euros. Si j'avais pris la mensualité de crédit, on était plus ou moins à 3 800 euros par mois. Moi, je loue cet appartement 2 000 euros par mois. Il y a une différence de 1 800 euros de dépenses que je peux injecter dans une épargne forcée en réalité. Si je me dis, tiens, ça m'aurait coûté autant, ce gap-là, je me force, je le mets de côté. Et l'autre, il met ses 100 000 dans son achat. Moi, je n'ai pas dû mettre puisque je suis locataire. Et je mets 100 000, comme je viens d'expliquer, 30 000 dans le premier, 30 000 dans le suivant, et ainsi de suite. Et donc, en 10 ans de temps, j'ai un patrimoine immobilier de plus de 2 millions. Et de l'autre côté, j'ai un patrimoine immobilier de 1,2 million qui est très bien. Mais j'ai 800 000 en plus de disponibles. Et donc, ça vaut quand même vachement la peine parce qu'à un moment donné, tous ces crédits seront remboursés d'ici 20 ans. Moi, je suis propriétaire, j'espère, parce que là, j'ai dit 10 ans, mais dans 20 ans, peut-être un parc immobilier de 3 millions, 4 millions, je ne sais pas. À un moment donné, ça se
duplique beaucoup plus rapidement que ce que ça fait au début. Mais donc, si je suis propriétaire d'un parc immobilier de 3-4 millions d'euros à mes 56 ans, c'est très agréable parce que ça me permet d'être pensionné 12 ans plus tôt que prévu. Et clairement, je ne vais pas travailler jusqu'à 67 ans, même si j'aime beaucoup ce que je fais. Mais j'aime beaucoup partir en vacances aussi. Donc, c'est à ça que ça sert. Je ne vais pas être riche demain. Je ne vais pas me faire un cash flow positif de 10 000 euros par mois. C'est plus compliqué. Par contre, avec ce plan-là, je peux être pré-pensionné ou en tout cas libre financièrement parlant dans les 10-15 ans qui viennent. C'est ça l'idée, quoi. D'accord, ok. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour de l'effet levier. Merci beaucoup, Ken. Avec plaisir.